à vous. Merci, merci à tous d'être venus pour cette table ronde autour de la thématique des métiers du territoire. Donc, on s'est attaché à cette table ronde à réunir plusieurs acteurs, autant publics que privés, des associations, de la recherche, des entreprises, qui tous travaillent au niveau du territoire afin de comprendre en quoi cette échelle peut permettre de faciliter la transition écologique, agronomique, et de porter des objectifs de développement durable. Donc, avant de passer aux questions, on va vous présenter tous les intervenants qui nous ont fait la gentillesse de venir aujourd'hui et de prendre de leur temps. Donc, dans un premier temps, nous avons Tony Lemaître, qui est directeur d'Amalté, un bureau d'études créé cette année, donc une toute jeune entreprise qui est spécialisée en agroécologie et sécurité alimentaire. Vous intervenez en gestion de projet et accompagnez les collectivités territoriales à construire une stratégie et à mettre en place des PAT. Donc, nous reviendrons plus tard sur l'explication de ce que c'est concrètement les PAT. Donc, si vous voulez vous présenter, repartir sur votre parcours. Merci pour cette présentation. Du coup, moi, je suis ancien étudiant d'AgroParisTech, diplômé en 2018. Après quoi, j'ai travaillé quelques années dans le conseil en agroalimentaire. Et effectivement, cette année, j'ai décidé de créer une structure, cette structure pour accompagner toutes les entreprises finalement de la chaîne de valeur agroalimentaire pour la transition agroécologique. Et effectivement, l'un des plus gros chantiers, c'est celui qui concerne les collectivités. Et de toute façon, on va en parler plus tard de ce que c'est les PAT, etc. Oui, on redéfinira pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Merci beaucoup. Donc on a aussi Jeanne Carmona, bonjour. Vous êtes consultante au sein du pôle médiation de l'association Terre et Cité, association créée en 2001 afin de protéger et de valoriser les terres de Saclay, donc terres du plateau de Saclay, donc association toute proche de nous. Donc vous participez à réunir des agriculteurs du plateau et à les mettre en lien avec des élus, les entreprises et les habitants au travers notamment d'ateliers de concertation. Oui. Effectivement, moi j'ai une formation assez généraliste économie et sciences sociales avec un intérêt assez tardif dans mes études pour le développement territorial et notamment le développement territorial agricole. Donc après une année de césure qui a confirmé ça, j'ai fait un master 2 à AgroParisTech, donc le master de ACT pour agroécologie, connaissances, territoire et société. Donc je suis venue ici passer ma soutenance en septembre dernier, donc c'est encore tout frais. Et j'ai fait mon stage de fin d'études au sein de l'association Terre et Cité. Et maintenant, je continue comme consultante indépendante avec une grosse partie de mes missions avec Terre et Cité et puis une autre partie avec des entreprises et des structures publiques et parapubliques que j'accompagne. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Lély. Bonjour. Bonjour. Monsieur Laurent Lély, vous êtes chercheur au sein de l'UMR Territoire et directeur du centre AgroParisTech de Clermont. Vous travaillez sur les politiques territoriales dans les domaines agricoles et alimentaires et intervenez dans des formations professionnelles, notamment à destination des collectivités. Est-ce que du coup, vous pouvez revenir sur votre parcours et présenter aussi votre UMR que peu de personnes certainement ici connaissent? Ok, merci de votre invitation. Alors, donc oui, je suis Laurent Lély, je suis directeur du campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand, qui est un campus qui existe depuis 1997 et dont la thématique principale de formation, c'est le développement territorial. Donc, on est une équipe d'enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales, des géographes, des économistes, des sciences de gestion, des sciences politiques, et on est tous rattachés donc, dans une unité mixte de recherche qui s'appelle Territoire et qui réunit les collègues de l'INRAE de Clermont-Ferrand, de VETAGROSUP, donc d'AgroParisTech pour le campus, et puis de l'Université Clermont-Auvergne, la partie géographie de l'université. Donc c'est une UMR qui travaille sur l'analyse des dynamiques territoriales dans les territoires ruraux principalement,
dans l'interaction entre les territoires ruraux et les métropoles, métropoles régionales ou métropoles un petit peu plus importantes. Et on a la particularité de travailler avec tous les acteurs des territoires et pas uniquement les acteurs agricoles, y compris quand il s'agit de travailler des politiques agricoles. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Ma particularité, c'est que je n'ai pas fait AgroParisTech. Je suis AgroParisTech depuis 2015. Préalablement, j'ai fait, il y a très longtemps, un doctorat de géographie à Toulouse. J'ai fait 10 ans de maître de conférence dans une école qui formait les professeurs de lycée agricole. Et puis, j'ai fait un petit passage en service déconcentré en direction régionale de l'agriculture pour m'occuper des cartes de formation des lycées. Voilà. Merci beaucoup. On passe maintenant à Marion Pavie. Merci d'avoir réussi à nous rejoindre. Marion Pavie, vous travaillez chez Haute-Paris, entreprise publique pour la ville de Paris en charge de prélever, traiter et distribuer l'eau que l'on boit, notamment. Vous travaillez au sein du pôle agriculture et territoire, donc qui est chargé de favoriser des pratiques agricoles protégeant la qualité de l'eau. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre formation et de comment vous en êtes venu à ce métier, votre parcours professionnel jusque-là? Oui, donc moi, effectivement, je suis passée par un parcours d'ingénieur agronome, alors à l'Agrocampus Ouest, voilà, donc qui était à l'époque ENSAR, et ensuite, effectivement, une spécialisation, enfin plusieurs métiers en rapport avec la protection de l'environnement, parce que j'avais fait une spécialité donc génie de l'environnement et aménagement des territoires. Donc ensuite, voilà, des formations plus développement territorial vers la bio, par exemple, avec des postes dans des GAB, voilà. Et ensuite, effectivement, une offre qui commençait à s'ouvrir à l'époque d'animateur captage et qui avait émergé suite à la loi Grenelle, qui avait donc instauré à l'époque 507 captages prioritaires en France, sur lequel il fallait amener des actions de reconquête de la qualité de l'eau. Donc du coup, les collectivités commençaient à recruter des ingénieurs agro pour travailler sur ces sujets de protection de la ressource. Et donc voilà, moi j'ai pu du coup faire ça via Haute-Paris, et donc ensuite petit à petit, de plus en plus de personnes et d'ingénieurs agro ont été embauchés par rapport à cette thématique-là. Donc on est maintenant un pôle agriculture, voilà, avec 5 ingénieurs agro que j'encadre pour le développement des pratiques qui protègent l'eau et des systèmes agricoles, plus que des pratiques finalement, systèmes agricoles qui protègent l'eau, voilà, pour le compte de la ville de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, Madame Anne Lumaire, vous êtes chargée de mission territoire et agriculture urbaine à la Chambre d'agriculture de France. Vous animez un réseau de conseillers territoire et développement local des chambres d'agriculture. Vous avez donc une vision d'ensemble du territoire. Pouvez-vous donc aussi revenir comme les autres sur votre parcours et nous présenter le rôle de la Chambre d'agriculture de France, s'il vous plaît? Merci. Alors, moi, je suis ingénieure agro aussi, mais de Montpellier. Voilà, l'ENSAM à l'époque. J'avais fait une spécialité qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait gestion de l'espace rural et environnement. Donc vraiment pour travailler sur tout ce qui était développement territorial et gestion de l'espace. Mes camarades de promotion, il y en a pas mal qui ont travaillé soit dans des collectivités, soit dans des parcs naturels, par exemple, à l'issue de notre formation. Moi, de mon côté, j'ai toujours travaillé pour Chambre d'agriculture France, anciennement la PCA. Voilà, donc qui est la tête de réseau des chambres d'agriculture, puisqu'on a une chambre d'agriculture dans chaque département, on a des chambres d'agriculture régionales, et puis la tête de réseau au niveau national. Et donc le fil rouge de mon poste qui a évolué un petit peu depuis le début, mais ça a toujours été finalement le territoire et l'animation d'un réseau de conseillers en développement territorial, en développement local, des chambres d'agriculture. Après, avec différentes entrées, j'ai travaillé pas mal aussi sur les dispositifs du second pilier de la PAC et maintenant aussi sur l'agriculture urbaine. Voilà, mais la spécificité quand même de mon poste et que je tiens à souligner, c'est que de mon côté, je n'ai jamais travaillé à l'échelle territoriale. Voilà, j'anime un réseau de personnes qui travaillent effectivement au niveau territorial, mais moi-même, j'ai toujours travaillé au niveau national. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, nous, on a choisi cette table territoire parce que on a fait circuler un sondage l'année dernière et on a vu que ça intéressait aussi une thématique qui intéressait énormément les étudiants et que, surtout en première et en deuxième année, on ne voit pas trop. Donc, avant de passer à des questions plus spécifiques, comme on a un professeur de recherche, on aimerait bien du coup que Monsieur Laurent Lély, vous nous définissiez ce qu'est un territoire et ses composantes. Merci. Alors moi, je suis ravi déjà que vous ayez fait identifier et émerger cette thématique parce qu'effectivement, elle est au cœur des débats des formations agronomiques et pas qu'à AgroParisTech. Comment le territoire, finalement, tient comme un élément important de composante d'une pratique professionnelle future que vous allez exercer. Donc, je vais essayer, vous m'arrêtez, hein, mais je vais essayer de vous dire, en fait, il y a des définitions de la notion de territoire. Si vous prenez les grands dictionnaires de la géographie depuis un certain nombre d'années, il y a entre 7 et 9 définitions identifiées. Je ne suis pas persuadé que ce soit extrêmement pertinent de retenir l'intégralité de ces définitions. Le territoire, il se comprend en interaction avec des projets et sur le terrain. Donc, et c'est là où vous vous rendez compte en fait qu'il n'y a pas une définition, il y a des définitions et des représentations. Mais quand même, je vais vous donner quelques jalons pour mieux vous situer. Un des premiers éléments de définition qui doit faire écho à la salle, c'est le territoire, on l'appréhende comme une métaphore de l'animalité, la territorialité animale. Hein, l'ère dans laquelle une espèce se reconnaît, vit, est capable de gérer, de se reproduire. Donc cette question de la territorialité a été une composante extrêmement forte d'une perception de ce qu'est le territoire en relation avec les non-humains et les êtres vivants. Le deuxième élément que vous devez connaître aussi, c'est la question du territoire définie par ses périmètres administratifs et donc ce qu'on a coutume d'appeler le millefeuille territorial en France, avec un découpage de la commune, du canton, de l'intercommunalité, des pays, de l'agglomération, des départements, des régions, etc. Donc cette spécificité d'ailleurs un petit peu française d'une approche du territoire par un maillage administratif est au cœur de la question de l'animation des politiques territoriales, parce que finalement, en fonction du dispositif et de l'échelle dans laquelle vous vous situez, eh bien, vous avez des interlocuteurs qui peuvent énormément varier. Le troisième élément, c'est le territoire comme un espace approprié, dont en tant qu'habitant, individu, vous avez conscience et vous êtes capable de dire mon territoire, je le circonscris, je suis capable de délimiter. Il commence de l'autre côté de cette ligne de crête, il se termine à 15 km d'ici, et en fait, il a une forme d'appropriation qui est liée aux usages que vous, individuellement, vous faites dans ce territoire-là. Et là, ça commence à devenir intéressant et compliqué parce que ça vous fait toucher du doigt l'hypothèse que la question des territoires entre en interaction avec la dimension affective et la dimension culturelle que chacun emporte en nous en lien avec notre vécu. Et donc, la question du territoire vécu est extrêmement importante parce que vous allez vous rendre compte que le territoire que vous, peut-être, vous appréciez n'est pas forcément celui de votre voisin. Il ne le voit pas forcément de la même manière et il ne le revendiquera pas de la même manière non plus. Donc là, on entre dans un rapport qui est un rapport sensible, affectif, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'intégrer dans les pratiques de politique publique, mais qui en fait est extrêmement important si vous voulez éviter des conflits, essayer de dénouer des controverses et essayer de mieux comprendre quel est le regard de l'autre et pourquoi il s'oppose à vous par rapport à un projet que vous pouvez mener. Peut-être les deux derniers points sur lesquels je voulais, je reprends mes notes pour rien oublier, mais que je voulais vous dire, c'est moi, j'ai tendance à dire on peut regarder le territoire en ne renonçant pas à articuler trois niveaux. Le territoire, c'est ce que j'appelle la source. Quand vous êtes sur un territoire donné, la source, ça peut être l'eau qui coule
sur ce territoire, la qualité des sols qu'il faut essayer de protéger, de gérer, la dimension végétale, donc tous les éléments qui sont constitutifs des richesses que porte intrinsèquement en lui-même un territoire donné. Le deuxième niveau, c'est la ressource. En tant que collectivité, en tant que société, on va tirer parti sur un plan économique de la gestion, de l'exploitation de ces ressources, avec plus ou moins de réussite sur la capacité à les protéger, à les renouveler. Et puis le troisième niveau, qui est extrêmement important aussi à gérer et à intégrer dans le logiciel de gestion des territoires, c'est le ressourcement. C'est le plaisir, c'est le bien-être que va vous procurer la prise en compte des 2 premiers niveaux. Bien gérer la source, bien travailler l'économie de la ressource pour avoir finalement une qualité de vie dans un territoire qui en fait un ressourcement et quelque chose qui va vous donner envie d'y rester, envie de le faire partager. Donc, gardez en tête ces 3 niveaux parce qu'en fait, professionnellement, ces 3 niveaux, vous allez les retrouver systématiquement dans l'interaction que vous aurez avec les gens qui vont travailler. Et peut-être que ces 3 niveaux, ils les mélangent inconsciemment sans savoir que ça compte énormément dans leurs revendications. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, on l'a compris, il y a une multitude de manières d'aborder la question du territoire. Et une de ces manières, c'est la question de l'échelle. Donc, on voulait poser la question à tous nos intervenants. À quelle échelle du territoire vous travaillez? On l'a vu, il y a plusieurs niveaux. La région, le département, le pays, la nation. Voilà, donc vous êtes libre de prendre la parole et de nous dire voilà, à quelle échelle vous avez choisi de travailler, pourquoi c'est pertinent dans ce que vous cherchez à faire. Et voilà. Donc peut-être... Merci. Je suis désigné le premier. Du coup, à quelle échelle je travaille? Oui. Donc, pour l'instant, je travaille à l'échelle des collectivités qui sont les communautés de communes, etc. Tout ce qui touche les EPCI ou les communes, un peu plus rarement. L'idée, c'est aussi de pouvoir à terme toucher les régions et pourquoi pas toucher le niveau étatique. L'intérêt là-dedans, c'est déjà, on est sur 3 échelles de pouvoir différentes. Et donc, au niveau de l'État, on va avoir plus une notion de stratégie. C'est-à-dire, on va prendre des grandes décisions on va faire des choix intelligents sur quelle piste envisager. Et ensuite, moi, pour l'instant, je m'intègre plutôt dans les questions tactiques, donc sur le territoire un peu plus concret, à savoir comment est-ce qu'on met en œuvre cette stratégie nationale. Et l'intérêt ensuite, c'est aussi de travailler sur une échelle un peu plus terre à terre, c'est-à-dire au niveau opérationnel, donc à l'échelle de la parcelle, pour pouvoir améliorer un terrain, son bâti, etc. Donc ça va venir dans un second temps. Donc pour résumer, aujourd'hui, moi je travaille plutôt à l'échelle régionale ou intercommunale, etc. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être. Donc, moi, je travaille à l'échelle du plateau de Saclay qui n'a pas de correspondance administrative propre, ou en tout cas qui a une correspondance administrative multiple, puisque Terre et Cité considère que le plateau de Saclay, c'est 22 communes qui sont réparties sur 3 communautés d'agglomération et 2 départements. Du coup, au quotidien, c'est assez intéressant d'échanger avec l'ensemble des acteurs impliqués sur ce territoire-là. Et c'est aussi, je trouve, d'autant plus pertinent que ce soit une association qui soit animatrice de ce territoire-là, puisqu'il n'y a pas d'identité collectivité territoriale qui a ce périmètre précis-là. Et après, effectivement, en fonction des actions, on va travailler à des échelles plus restreintes des communes, par exemple, ou même des exploitations agricoles, ou plus largement quand on échange avec des territoires voisins, des réseaux nationaux ou internationaux pour des actions de plus large échelle. Mais globalement, voilà, c'est le plateau de Saclay. Quelque chose d'assez restreint. Merci beaucoup. De mon côté, comme je le précisais tout à l'heure, effectivement, mon rayon d'action, on va dire, c'est plutôt, enfin, mon échelle, c'est plutôt l'échelle nationale. Et du coup, sur mon poste, il va y avoir un certain nombre d'actions menées plutôt
au niveau national, par exemple avec les ministères ou voilà sur la préparation de politiques publiques ou la réaction, la mise en œuvre, enfin comment mettre en œuvre certaines politiques. Mais par contre, une des raisons d'être, on va dire, de mon poste et le pourquoi je travaille aussi tous les jours, c'est vraiment quand même d'animer ce réseau de conseillers et du coup de donner des outils à ces personnes qui sont sur le terrain et dans les chambres d'agriculture qui, elles, vont travailler plutôt à des échelles avec les agriculteurs et les collectivités, beaucoup avec les intercommunalités, les pays, et puis parfois à l'échelle départementale ou régionale, mais beaucoup au niveau des intercommunalités. Et le pourquoi de mon travail, c'est aussi quand même d'outiller ces personnes et de leur permettre, d'animer leur réseau, donc du coup de leur permettre d'échanger sur leurs pratiques et de les aider au final à travailler, elles, à leur échelle locale. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vraiment l'échelle nationale est importante pour mieux travailler au niveau local. Oui, pour appuyer, et ça a tout son sens du coup, d'avoir effectivement aussi une échelle nationale pour permettre les choses. Merci. Pour ce qui me concerne, moi, c'est plutôt, nous, on est à l'échelle locale. Enfin, locale, effectivement, qui a une entité qui n'est pas géographique, reconnue, qui n'est effectivement, c'est un peu comme le plateau de Saclay où il y a plusieurs communes, et puis c'est souvent des territoires très ruraux sur lesquels on a nos aires d'alimentation de captage. Et donc, c'est un territoire qui a son identité par l'eau, effectivement, par les sources. Voilà, mais il n'y a pas forcément, ça correspond pas à une zone de chalandise, ça correspond pas à une identité propre des agriculteurs au sein d'un pays. Moi, j'ai pu travailler aussi des projets où il y avait une identité du pays et où se reconnaissaient les consommateurs ou autres. Mais là, nous, on vient voir ces territoires-là et travailler sur ces territoires-là. Alors qu'il n'y a pas d'identité propre, on la crée finalement avec l'enjeu eau, préservation de l'eau. Mais il n'empêche que c'est des territoires sur lesquels c'est pour moi assez intéressant de travailler puisque ça reste des territoires petits. Souvent, nos échelles de zone de captage, c'est 20 000 hectares. Et ça, c'est du coup, généralement, donc il y a un animateur qui est pilote et donc qui va connaître le maximum de fermes, qui va connaître toutes les communes, éventuellement d'autres syndicats d'eau en local, et qui va travailler sur les filières aussi. Donc, c'est des échelles pertinentes pour moi parce que c'est des territoires d'innovation, en fait. Et effectivement, il peut y avoir tout un intérêt à différentes strates, mais nous, on travaille sur ces territoires-là et on voit qu'on essaye de rendre ces territoires des opportunités, des territoires pilotes sur l'alimentation durable, l'agroécologie, pour ensuite donner à voir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu faire parce qu'on a récemment, en fait, eu donc un paiement pour service environnemental. Donc, on avait avant des mesures agro-environnementales et c'était effectivement un casse-tête parce qu'on a différents départements, différentes régions. Donc, il fallait essayer d'expliquer que nous, c'était des choses sur lesquelles on voulait mettre des mêmes mesures agro-environnementales sur différentes régions parce qu'on avait une identité de la protection de l'eau. Et c'était difficilement entendable et parce qu'il n'y avait pas les outils par l'État. Donc, on a dit, on crée notre propre paiement pour service environnemental adapté à nos territoires, à l'agriculture de nos territoires, à l'enjeu environnemental eau, nitrates, pesticides. Et voilà. Et donc, on nous a laissé l'opportunité de le faire. Donc, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, j'espère que ça va donner des idées pour ensuite des mesures au niveau de l'État. Merci beaucoup. Oui, parce que donc l'eau à Paris vient de région Île-de-France, bien sûr, mais aussi Bourgogne et Centre, si je me trompe pas. Centre et Normandie. Centre Normandie, c'est pas la Bourgogne. Alors, vous avez parlé, merci beaucoup, vous avez parlé d'animation, parce que qui dit millefeuille, qui dit aussi multiplicité d'acteurs. Comment on fait pour réunir autant d'acteurs? Et certains d'entre vous utilisent l'ingénierie, la concertation territoriale. Est-ce que vous pourriez nous définir la concertation et comment on se forme au métier d'animateur? Laurent Lély, Jeanne Carmona, Anne Lemaire. Pour moi, la concertation, c'est réunir un ensemble d'acteurs autour d'une table et des acteurs qui ont des problématiques, des enjeux, des positions très différentes et de réussir à faire sortir quelque chose de ça. Et de réussir à trouver les problématiques communes, les enjeux communs et les résolutions communes.
Donc, c'est beaucoup d'écoute. Je pense que la formation, elle passe beaucoup par là, par apprendre des acteurs, écouter. Il y a quelques méthodes assez techniques de comment on réunit les gens, comment on acquiert la confiance des acteurs, etc. Mais c'est globalement beaucoup de confiance et d'écoute. Et je pense que les solutions, généralement, elles sortent des acteurs eux-mêmes. C'est très intéressant comme question, surtout une fois qu'on a la définition des territoires, parce qu'effectivement, ce qu'on voit généralement, c'est que les territoires administratifs ne correspondent pas forcément aux territoires naturels, et parfois les projets alimentaires se basent sur des territoires un peu plus, enfin je dis territoire naturel, vous l'avez pas défini comme ça, mais c'est ça, en gros, on a des territoires qui sont parfois transfrontaliers. Donc c'est très important d'avoir cette notion de concertation. Et votre question, c'était de savoir quels sont, en gros, comment est-ce qu'on gère une concertation. Pour moi, il y a 3 éléments qui sont clés. Déjà, c'est d'être en capacité de comprendre les attentes et les obstacles de chacun des parties prenantes. Et ça correspond finalement à un exercice d'empathie pour se mettre à la place de chacun des acteurs sur les projets alimentaires. C'est très important de les intégrer au plus tôt dans les projets pour qu'ils soient intéressés et qu'ils soient pas exclus, et finalement qu'il n'y ait pas ce sentiment de rejet dans le projet. Et ça peut passer par des enquêtes différentes en fonction du type d'acteur. Si, par exemple, si on va s'adresser à toute la population d'une commune, on va bien sûr pas faire des enquêtes individuelles. Donc, il faut réussir à mener des enquêtes pour se mettre en empathie justement avec l'ensemble des acteurs. C'est le premier point. Le deuxième point, ce serait d'avoir une communication transparente avec l'ensemble des acteurs. On a vu certains projets qui ont pu échouer à cause justement de ce manque de transparence, où les responsables projets attendaient un certain nombre d'actions de la part des acteurs de ces projets, et finalement les acteurs n'étaient pas forcément au courant. Donc on va avoir parfois des quiproquos où justement à cause de ce manque de transparence, le projet va échouer. À savoir que la plupart des projets échouent à cause de raisons humaines. Ça, c'est un autre sujet. Donc le deuxième point, c'est vraiment cette notion de transparence. Et le troisième point, c'est aussi la délégation des pouvoirs. Parce que si on veut que chacun des acteurs puisse prendre part au projet, il faut les impliquer. Et en général, les rendre responsables, c'est aussi leur donner du pouvoir, parce que les deux vont ensemble. Le pouvoir de décision va avec la responsabilité et inversement. Et si on délègue pas ce pouvoir aux acteurs, ils vont pas réussir à prendre part, à s'accaparer le projet. Donc pour résumer, il y a 3 points pour moi. C'est de l'empathie, de la transparence et de la délégation de pouvoir. Et la deuxième partie de la question, c'était de savoir les obstacles. C'est l'inverse, du coup, de l'antipathie, de l'opacité et de la non-délégation. Ouais, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je rajouterais juste peut-être déjà, concertation, c'est un terme qui rentre dans une typologie sensibilisation, animation, concertation, débat public. Et derrière tous ces termes-là, il y a une codification de la méthode de mise en lien avec les publics avec qui on fait cet exercice. Alors moi, je préfère l'idée du dialogue territorial qui permet d'une part de dire que ce qui prime dans l'exercice, c'est effectivement de recueillir ce que les gens que vous réunissez ont à dire par rapport au sujet que vous convoquez. Le dialogue territorial, c'est de se situer par rapport à une question qui est posée à des acteurs sur un territoire et pour lesquels, dans une dynamique de projet, ils ont besoin de savoir un petit peu qu'est-ce que le local, les habitants, les citoyens peuvent faire remonter comme information. Donc, on est dans ce qu'on appelle une démarche ascendante, bottom-up, pour éviter d'être dans une démarche descendante qui écrase et qui donne l'impression en fait que peut-être la décision nous échappe au niveau local. Donc, le dialogue territorial, c'est recréer du lien entre les acteurs, l'écosystème d'un territoire, des acteurs d'un territoire, pour essayer en fait de considérer que tout ce qui va être dit
peut potentiellement avoir une énergie, une valeur dans le processus de projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'outillage, la méthodologie. Construire du dialogue territorial, ça ne s'improvise pas. Il y a des outils, il y a des méthodes. C'est extrêmement complexe à faire. Ça prend du temps. Et souvent pour des résultats où on peut parfois être déçu parce qu'on n'a pas forcément le nombre de personnes qui étaient attendues. Imaginez-vous qu'il y a plein de réunions, on demande déjà à la population énormément de choses dans la participation publique, et donc le dialogue territorial, avec les outils d'ingénierie d'animation qu'il développe, va vraiment chercher de l'originalité, de la prise de participation très impliquante, très active auprès des acteurs. Donc, c'est vraiment un élément très, très fort. Et le troisième élément sur la concertation et ce dialogue, c'est qu'à la fin, il faut que ça ait éclairé une question. Et donc, il faut être en capacité de formuler, non pas si c'est un résultat, mais en tous les cas, quelle est la plus-value apportée par les gens avec lesquels vous avez travaillé. Et donc, il y a cette obligation du retour, de dire qu'est-ce que cet exercice-là a produit comme valeur supplémentaire. Donc, c'est une boucle. Et c'est pas juste, vous allez chercher une information, vous l'intégrez dans un rapport et vous avez enrichi votre rapport et vous communiquez votre rapport à des élus ou à des chefs de projet. C'est vraiment autre chose, et c'est une implication et c'est un contrat de confiance avec des parties prenantes. Merci beaucoup. Pour rebondir un peu à ce que vous disiez, Laurent Lély, quand on réunit comme ça énormément d'acteurs autour de la table et qu'on instaure un vrai dialogue, une question qu'on s'était posée, c'était comment on fait pour pas retomber dans l'écueil d'une projection un peu en silo, c'est-à-dire ok, on a une problématique sur les déchets, on va réunir des acteurs uniquement des déchets, mais en fait les déchets, il y a aussi les citoyens, il y a aussi des agriculteurs. Sur les thématiques de l'eau, il faut, Babi, vous êtes un peu l'incarnation aussi de ça. Voilà, vous travaillez. Enfin, l'eau, c'est aussi les agriculteurs qui peuvent être une des sources de pollution des eaux. Comment on s'y prend en quoi c'est pertinent de décloisonner les acteurs et comment on s'y prend peut-être Marion Pavie pour y répondre, notamment au sein de la formation des agriculteurs. Oui, c'est vrai que nous, c'était pas forcément, et c'est même encore pas forcément gagné de notre petit service protection de l'eau au sein de Hauts-de-Paris. On est peu nombreux et l'enjeu d'Hauts-de-Paris, c'est quand même de produire et de distribuer de l'eau, mais bon, de l'eau de qualité, H24 et 7 jours sur 7. Donc voilà, quand on parle d'eau, en l'occurrence, vu que nos territoires d'alimentation sont très ruraux, la principale problématique est effectivement la problématique agricole. Et donc, voilà, on a besoin de travailler avec des acteurs agricoles, donc chambres d'agriculture ou autres, des organismes professionnels agricoles et des agriculteurs. Et on va, du coup, petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, accompagner des changements de pratiques ou de système, c'était bien. On pouvait les accompagner, faire du conseil technique, proposer des aides financières, des aides au matériel, mais on arrivait à une limite. Donc, les agriculteurs, c'est aussi avec eux qu'on apprend tout le temps, et que du coup, depuis à peu près 5 ans, 6 ans maintenant, on travaille sur les filières aussi. C'est-à-dire, oui, alors du coup, il faut quand même arriver à travailler avec les acteurs filières et aider au développement des filières, structurer des filières même, sur ces territoires-là d'opportunités où il y a des enjeux forts. Et donc, voilà, on essaye Et là, on en est maintenant à la thématique qui est installation-transmission. Donc, on commence à travailler aussi avec les acteurs pour dire, finalement, non, on a accompagné des agriculteurs pour développer, par exemple, du bio ou de l'agriculture bas intrant. Et tout ça, ce qu'on a fait depuis 15 ans, il faut que ça reste. Et donc, il faut accompagner la transmission des fermes. Et voilà, donc c'est vaste. Voilà, quand on ouvre cette boîte, c'est très vaste. Est-ce que quelqu'un va redire sur le décloisonnement des secteurs ou on passe Oui, j'ai pas précisé, mais c'est pareil, on travaille avec les PAT des communes, des communautés de communes, pour développer des filières locales de qualité, voilà, vers Paris, mais aussi en local. Alors, Laurent Lély, juste, après on passe à l'alimentation. Ce qui décloisonne, c'est le territoire. C'est de considérer le dispositif et le projet à travers un territoire. Une problématique liée à la gestion de l'eau, quelle qu'elle soit, bien entendu, elle concerne ceux qui utilisent l'eau au premier chef, celles qui la boivent aussi,
mais elle concerne finalement l'ensemble d'un territoire donné en considérant que cette ressource-là, on n'a qu'un objectif, c'est de la maintenir dans sa qualité intrinsèque. Et donc, le territoire, c'est la transversalité qu'on recherche, la désectorisation. Il y a besoin des politiques en silo, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien gérer techniquement le fait de gérer, pomper, acheminer une eau d'un point A à un point B. Par contre, il est absolument indispensable de créer les interactions entre ces différents dispositifs et de le faire entre les échelles, c'est-à-dire de ne pas considérer uniquement une protection de captage pour ce qu'elle est dans une échelle donnée, mais considérer qu'elle s'inscrit dans un ensemble plus vaste qu'il va falloir gérer avec des pratiques agricoles, avec aussi la prise de conscience par les gens qui ne sont que les usagers de cette ressource, de tout le travail qui est fait pour que ça arrive chez eux. On a trop tendance à penser, et c'est ça qu'il faut désiloter aussi, c'est les représentations. On a trop tendance à penser que quand on ouvre le robinet pour garder cette thématique-là, ben voilà, c'est normal qu'on ait une eau potable et on ne sait absolument pas toute la chaîne d'organisation qui permet d'en arriver à ce résultat. Et donc, le territoire, c'est aussi un moyen de sensibiliser à la complexité et puis nous, ce qu'on appelle le travail entre les échelles, puisqu'on regarde, il ne faut pas regarder qu'une échelle, il faut articuler les échelles. Et je crois que ça, c'est important. Tout à fait. Alors, on a évoqué un peu l'alimentation. Alors, dans le rapport du Shift Project qui est sorti il y a un petit peu plus d'un mois, qui s'intitule Résilience des territoires, on parle énormément d'alimentation locale et des PAT. C'est un des gros biais pour mettre en marche la résilience des territoires. Donc, je vous invite à lire le condensé ou le rapport entier d'ailleurs si vous avez la motivation. Peut-être Tony Lemaître, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un projet, un plan d'alimentation territoriale, à quoi ça sert et en termes de, rapprocher ça avec la sécurité alimentaire d'un territoire. C'est bon, on a une solution. Du coup, un projet alimentaire territorial, comme son nom l'indique, c'est un projet qui se situe sur un territoire et qui a des destinations alimentaires. Donc, c'est tout un programme qui a été développé par l'État. En 2012, il me semble que ça a été créé. Et l'objectif, c'est de stimuler justement le côté alimentaire des territoires avec trois axes majeurs. Déjà, la capacité des territoires à produire en quantité suffisante, avoir une alimentation de qualité et ensuite rendre accessible l'alimentation de qualité au plus grand nombre. Donc ensuite, chaque territoire, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de niveau tactique, d'application de la stratégie nationale, parce que justement là, chaque territoire va gérer un peu à sa sauce quel axe de travail il va pouvoir privilégier en fonction de ses spécificités. Donc il y a certains territoires qui vont se dire nous notre priorité ça va être les cantines scolaires parce qu'ils vont avoir le pouvoir sur ces cantines parce que ça dépend aussi de ça et du coup il va stimuler un peu des approvisionnements plus respectueux de l'environnement, de meilleure qualité, etc. Donc finalement les projets alimentaires territoriaux ce sont grosso modo juste une labellisation de projets. L'intérêt de cette labellisation, c'est d'avoir des fonds, aussi un peu de reconnaissance et un accès à un certain réseau. Mais globalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les territoires ils n'ont pas attendu forcément la création de ces PAT pour faire des projets alimentaires. Et parfois même, certains territoires n'ont pas cette labellisation, mais in fine font quand même des projets alimentaires. Alors ils l'appellent différemment, bien sûr. Et c'est là où c'est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, il y a certains projets alimentaires qui sont transfrontaliers parce qu'on a des territoires plus naturels. Là, je pense à celui du Genevois français, où justement, on sait qu'il y a un bassin de population qui se situe entre toute la zone de Genève et la zone française du Genevois. Et du coup, on a des projets qui ne sont pas labellisés PAT, mais qui sont des projets alimentaires territoriaux. Donc l'impulsion ne vient pas forcément d'en haut, entre guillemets, mais les élus sont. Est-ce que l'impulsion de créer d'essayer de monter une démarche d'alimentation locale, elle vient des collectivités elles-mêmes, des élus locaux? Comment ça marche? Qui sont vraiment les porteurs de ces projets?
l'État va stimuler quand même un peu la création des PAT. Mais effectivement, oui, l'initiative principale, elle vient de l'intérêt des élus. Donc, s'il n'y a pas d'élu derrière qui va porter le PAT, finalement, en interne, eux vont pas le créer. La collectivité ne va pas le créer. Parce que le rôle de la collectivité, c'est bien ça, c'est de pouvoir gérer ces projets, les encadrer et les piloter. Mais parfois, il y a des projets aussi qui peuvent se monter sans les collectivités. Si un distributeur se met à vouloir fournir bien plus avec une production locale, etc. On peut se dire que c'est un projet alimentaire du territoire, hein, mais finalement qui n'est pas labellisé ni rien. Et c'est intéressant comme démarche parce que justement, on sait que dans les collectivités, il y a parfois il y a assez de turnover au niveau des équipes, hein, donc les techniciens, etc. Mais aussi des changements d'élus. Et donc, si on veut qu'un projet alimentaire il soit durable dans le temps et qu'il soit bien appliqué, il faut faire en sorte de le rendre solide et que justement tous les acteurs réussissent à se l'approprier. Et encore une fois, on revient du coup sur le sujet de la concertation et de l'appropriation des projets. Et donc concrètement, une alimentation locale, ça passe par quel biais? Il y a la production locale, il y a le circuit court, la vente directe. Toutes ces thématiques de distribution. Donc, comment on fait concrètement? Est-ce que c'est viable d'imaginer un territoire qui se nourrit, c'est aussi une recherche d'autonomie, qui se nourrit. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait que des circuits courts? Par exemple, je pense au plateau de Saclay qui monte de plus en plus de circuits courts, de filières avec l'installation de nouveaux agriculteurs. Voilà, comment on fait concrètement les mesures? C'est vrai que le plateau de Saclay, c'est un territoire agri-urbain, donc il y a de la présence d'agriculture, mais aussi de forts bassins de consommation autour. Donc c'est quand même un terrain hyper favorable pour le développement des circuits courts. Quand il y a des nouveaux maraîchers qui s'installent, c'est les débouchés qui viennent à eux, c'est les AMAP qui viennent les contacter plutôt que l'inverse. Donc c'est quand même très stimulant pour les agriculteurs. Ils savent que s'ils ont des optiques de diversification, ils vont trouver assez facilement, de diversification en circuit court, ils vont trouver assez facilement les débouchés. Donc, nous, on compte une vingtaine d'exploitations agricoles sur le plateau de Saclay. Ça dépend un peu comment on compte, mais on va dire une vingtaine. Et actuellement, il y en a 13 qui vendent une partie au moins de leur production en circuit court. Donc, ce qui est quand même énorme. Après, l'enjeu, c'est aussi qu'il y a plus de consommateurs que ce que ne peut produire le plateau de Saclay avec les terres agricoles actuelles. Et il y a aussi un enjeu de variété de la production. Il y a très peu d'élevage, par exemple. Il y a très peu de fruitiers. Il y a une dynamique de diversification et de volonté de circuit court. Ça peut pas répondre à toute la demande en l'état actuel. Si je peux compléter aussi sur cette question des circuits courts et de l'approvisionnement local, c'est vrai que nous, finalement, plutôt que de circuits courts, on préfère parler aussi de circuits de proximité. Parce que le circuit court, il y a une définition qui est vraiment d'avoir zéro intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et c'est vrai qu'en tout cas, même pour certaines filières, c'est pas possible. Si on est dans du blé, de la meunerie, du blé, on a forcément des intermédiaires. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de circuit de proximité. Et puis, ça rejoint un peu ce que vous dites. Mais c'est vrai qu'on a effectivement un engouement de plus en plus pour un approvisionnement local. Il y a beaucoup de choses qui se développent, des magasins de producteurs, même des containers dans certains endroits pour distribuer des produits locaux. Mais c'est pas forcément transposable dans tous les territoires non plus. Effectivement, sur le plateau de Saclay, on a un bassin de consommation. Après, dans des territoires très ruraux, parfois, il va falloir faire beaucoup de kilomètres pour aller chercher un produit local, dans une ferme ou je ne sais où. Et il faut quand même aussi, si on monte un magasin de producteurs, il faut un minimum de clientèle aussi. Donc voilà, dans certains endroits, ça peut être plus compliqué. Et puis vu du côté des agriculteurs aussi, être agriculteur, c'est un métier. Être commerçant, c'est un autre métier. Et certains agriculteurs sont très à l'aise avec ça, avec le fait d'être aussi commerçant, mais d'autres, n'ont pas forcément, ils sont agriculteurs, ils n'ont pas forcément envie non plus de devenir commerçant. Donc voilà, il faut peut-être faire un petit peu aussi la part des choses. C'est vrai qu'on va vers on a vraiment un engouement pour tout ce qui est circuit de proximité, mais on avancera sûrement vers plutôt un entre-deux, avec maintien aussi d'un certain nombre de filières longues.
que peut-être Tony Met voulait rajouter quelque chose sur la distribution, la recherche de débouchés Déjà sur les circuits courts, circuits de proximité, vente directe, c'est vrai qu'il faut pas confondre vente directe et circuit de proximité. Parce que au final, le circuit le plus court, ça va être le consommateur qui va produire lui-même et qui va manger ce qu'il produit, ou l'inverse, le producteur qui va manger ce qu'il produit. Donc ça, c'est pas la majorité, le plus grand cas. Donc en termes de circuit court, en fait, ce qu'il faut visualiser, c'est le fait que ce soit un ensemble de maillons qui représentent une chaîne de distribution du producteur même en amont, et ça on y reviendra plus tard, jusqu'au consommateur. Et l'objectif du circuit de proximité, c'est de réduire le nombre de maillons, de réduire le nombre d'intermédiaires finalement. Donc, on pense aux logisticiens, on pense aux ceux qui entreposent, on pense au transport aval et amont. Donc, l'objectif, effectivement, est-ce que c'est envisageable d'avoir le plus de circuits courts sur nos territoires? C'est peut-être envisageable. En tout cas, c'est souhaitable. En revanche, l'une des difficultés, c'est effectivement la variété, comme vous disiez tout à l'heure, la variété de ce qu'on peut produire sur un territoire. Et la deuxième partie de la question, c'était en termes de distribution, est-ce qu'il y a parfois il y a des acteurs qui veulent juste pas vendre localement? Est-ce qu'il y a Oui, clairement. On sait que en France, plus de 50% des distributeurs sont des indépendants. Donc là, je pense notamment aux distributeurs qu'on connaît comme Intermarché, Leclerc, Super U. Ce sont des indépendants qui sont ancrés dans leur territoire et qui ont justement en général une volonté de promouvoir leur territoire. C'est pour ça qu'on voit qu'ils essayent de travailler avec les producteurs ou les transformateurs locaux. Et je parle d'eux parce qu'en général, c'est ceux qui sont un peu mis à l'écart dans les projets alimentaires. On parle d'ailleurs du milieu manquant dans les projets alimentaires territoriaux, parce que parfois ils ont le mauvais rôle, alors que finalement c'est un réel atout pour les projets alimentaires territoriaux. Des acteurs locaux qui sont ancrés, qui ont un vrai maillage et une vraie connaissance logistique, autant s'appuyer dessus pour pouvoir promouvoir l'alimentation locale. Très bien. Merci. Laure-Lie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, en prenant l'exemple des PAT, finalement, combien le dispositif que l'État a impulsé à travers une forme de label, les territoires s'en sont emparés et en font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à inventer une réorganisation des filières, une territorialisation, on va dire, de ces filières-là. Et du coup, ils vont dialoguer avec des acteurs avec lesquels ils n'étaient pas forcément en interaction préalablement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et deuxième point qui est intéressant, c'est, je le dis parce que on est en train, avec l'aide de la direction des partenariats de l'établissement, de travailler sur un comité d'analyse prospective des métiers liés au territoire d'eux-mêmes dans les domaines de l'établissement. On voit apparaître des chargés de mission avec des profils vraiment d'accompagnement de ces dispositifs-là. Et les compétences nécessaires, elles sont bien entendu liées à vos domaines de l'école, c'est évident, mais elles sont aussi liées à des savoir-être, à être capable de faire ce dialogue territorial, à essayer de travailler avec des acteurs que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. Et donc, c'est hyper intéressant de vous questionner là, dans la formation que vous avez, sur ces métiers qui sont en interaction entre une collectivité et une filière classique, sans dire que l'un est meilleur que l'autre, mais plutôt comment l'un et l'autre peuvent se clipper, s'articuler pour tirer le meilleur bénéfice du dispositif que vous aurez à gérer. Et je trouve que les PAT, ils sont emblématiques de ce qui est en train un petit peu d'évoluer en matière de métier et de compétences. Et donc, juste pour conclure cette partie alimentation, il y a aussi un enjeu dans la transformation parce qu'on ne peut pas vendre uniquement des produits bruts en circuit, en vente directe, par exemple. On assiste aussi à une mise en place de plus en plus de filières complètes. Donc, pas juste, notamment en grande culture, donc avec des meuniers, de la farine, de la boulangerie, des métiers de paysans boulangers. Est-ce que vous avez travaillé dans vos missions sur la mise en place de ces filières dites complètes avec la transformation?
Est-ce que quelqu'un va réagir sur ça? Je peux réagir, mais c'est vrai que moi je connais vraiment l'exemple du plateau de Saclay sur lequel on a une ferme avec des boulangers paysans qui était une ferme historique en grande culture bio et qui a décidé il y a quelques années de produire la farine et le pain sur place. Donc c'est la ferme Vandame qui est à Ville-le-Bacle. Mais après, il y a tout cet enjeu de comment financer les ateliers de transformation qui demandent souvent des infrastructures assez importantes. Et du coup, ce que peut faire l'association dans ces cas-là, c'est accompagner les agriculteurs dans la recherche de financement, le montage de projets, le suivi administratif, etc., qui peut être assez long, pénible et décourageant. Donc voilà, c'est un enjeu. Oui, du coup, quand on a commencé à travailler sur les filières, c'est venu une aire d'alimentation de captage dans l'Yonne, là, donc à presque 150 km de Paris, où les agriculteurs, il y avait eu tout un pool d'agriculteurs qui étaient passés en bio dans les années entre 2010 et 2015. Et ensuite, l'enjeu, étant donné que les filières longues n'étaient pas forcément très rémunératrices parce qu'on est sur des secteurs qui sont peu productifs, les agriculteurs nous ont demandé de les accompagner pour diversifier, revenir à des grandes cultures en circuit court, en vente directe, si possible. Et donc là, ça a été un lien avec la ville de Paris, les cantines. Et donc, via du coup des élus de la ville de Paris motivés par de l'approvisionnement issu des zones de captage qui fournissent les cantines parisiennes, c'est-à-dire la boucle est bouclée, l'eau, elle vient de secteurs qui protègent l'eau. Les agriculteurs rendent un service en protégeant l'eau et nous, on va acheter leurs produits et on va le donner aux cantines. Et donc là, ça s'est créé comme ça. Et donc là, les agriculteurs, l'accompagnement qui a été dit, c'était effectivement pas mal ça. Mais du coup, les agriculteurs se sont mis en GI2E en 2015 et ont acquis du matériel pour trier déjà, transformer en huile, en pâte, en farine pour pouvoir fournir. Parce qu'en plus, c'était un challenge, parce que fournir des cantines. Enfin, on a compris aussi que c'était vraiment un challenge parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que faire son petit magasin et vendre ses produits aux particuliers. C'est des normes très strictes. Mais voilà, le challenge, le pari était réussi. Aujourd'hui, Terre du Pays d'Hôte fournit plus d'une dizaine. Alors, à Paris, c'est des caisses des écoles, carrément, c'est par arrondissement, fournit plus d'une dizaine d'arrondissements. Voilà, alors que c'est 10 agriculteurs qui se sont organisés. Donc, comme quoi, c'est possible et ils sont à côté, ils sont fournisseurs. À côté de Sodexo et de tout un tas de structures qui fournissent la Restauco. Donc, comme quoi, c'est possible. Mais c'est long. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc là, on a parlé plus de la distribution, mais faisons un pas en arrière et on aimerait se concentrer sur l'étape d'avant, finalement, qui est les pratiques, la production agricole en tant que telle. Et notamment, on se posait la question donc dans le cadre d'une transition écologique, agroécologique et alimentaire, avec ces agriculteurs dont vous nous avez parlé dans ces localités, comment arrivez-vous à les sensibiliser à des pratiques agricoles plus vertueuses? Est-ce que déjà vous y arrivez? Est-ce que vous essayez d'entamer ce dialogue? Voilà, comment se met en place ce dialogue plus concret avec les agriculteurs sur cette transition technique? Pour les territoires qui nous concernent, donc nous, on n'est pas un acteur facile pour les agriculteurs puisqu'on n'est pas une chambre d'agriculture. Donc déjà, il faut commencer par savoir qui sont les agriculteurs sur nos territoires. Donc on a plus ou moins d'aide de la part de l'administration, enfin des directions départementales des territoires. Et une fois qu'on le sait, pour pouvoir les contacter, c'est de l'animation, ce qu'on appelle l'animation agricole territoriale, donc des propositions d'action, de temps d'échange pour cerner les besoins aussi des agriculteurs en termes d'accompagnement. Et chacun, finalement, c'est un peu à la carte. Chaque agriculteur a des besoins différents pour changer son système. Nous, on accompagne vers des changements de système en agriculture base intrant, en agriculture biologique, mais du coup, on est assez ouvert. Donc, chaque agriculteur va au fur et à mesure de son souhait finalement. Donc oui, c'est de la présence terrain. Enfin, c'est pour ça que du coup, nous, il y a un animateur agricole. Et l'animateur agricole est un peu le chef d'orchestre puisque lui, autant il connaît les agriculteurs. Donc souvent, là, effectivement, il va connaître peut-être
un tiers des agriculteurs de son territoire sur les territoires d'alimentation, mais c'est déjà pas mal parce que nous, on cherche quand même à faire un appel d'air. On va travailler avec les agriculteurs moteurs, avec des agriculteurs suiveurs, mais après, le reste, finalement, on se dit que c'est aussi beaucoup en voyant ce que fait le voisin qui vont y aller. Donc, on peut pas toucher tout le monde, mais déjà, on touche les moteurs et les suiveurs. Donc, c'est de la présence territoriale, des propositions d'animation, et on travaille pour ce faire avec, comme je disais, les organismes professionnels agricoles. Et donc, on a des partenariats avec eux, les Serres France, les chambres d'agriculture, les GAB. Voilà. Merci. Du coup, si je peux compléter sur le rôle justement des conseillers chambres d'agriculture, puisque et pourquoi on vient aussi souvent les chercher dans le cadre de ces projets dans les territoires, c'est aussi parce que du coup, la chambre d'agriculture, elle est un petit peu finalement à l'interface entre un certain nombre d'acteurs des territoires et le monde agricole. Et du coup, les conseillers de chambre ont un pied, on va dire, dans les exploitations agricoles. Et c'est souvent pour ça finalement qu'on peut venir chercher des conseillers. Et ça peut être la plus-value des conseillers de chambre aussi, de connaître les exploitations, de connaître les agriculteurs, leurs attentes, leurs points de blocage, et de vraiment être facilitateur du coup aussi dans ces démarches, parce qu'il faut reconnaître que dans un certain nombre de cas, c'est quand même il peut y avoir un passif lourd sur certains territoires, vraiment des conflits, et qu'on a vraiment besoin de ce temps de concertation et d'échange. Et les conseillers de chambre peuvent être aussi une sorte de médiateur entre le monde agricole et les collectivités et les autres acteurs. Merci beaucoup. Et peut-être avec toujours l'exemple du plateau de Saclay, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille avec l'ensemble des agriculteurs du plateau de Saclay. Les 20 agriculteurs sont adhérents de l'association et participent aux réunions collégiales, etc. On n'a pas pour ambition d'emmener les agriculteurs dans une direction vers laquelle ils ne veulent pas aller. En revanche, ce qui se passe, c'est que à force de les réunir tous ensemble, d'animer le dialogue, on travaille aussi beaucoup avec des laboratoires de recherche. C'est un peu la force du plateau de Saclay, mais du coup, d'avoir des chercheurs qui viennent présenter leurs recherches et qui échangent avec les agriculteurs. Et ça donne des dialogues très intéressants puisqu'on a les chercheurs qui ont leurs résultats, leurs chiffres dans les yeux, et les agriculteurs qui, eux, ont leurs pratiques quotidiennes et quand même des obstacles, etc. On arrive avec ce dialogue-là qui est mis en place vers une évolution vers des pratiques plus écologiques, un taux de conversion vers le bio qui est assez intéressant, de diversification, des intérêts pour l'agroforesterie, etc. Et ça marche avec le dialogue entre agriculteurs qui du coup peuvent échanger sur leur vécu et leurs pratiques, et aussi avec d'autres acteurs, notamment les chercheurs qui montrent un peu d'autres voies possibles. Merci. Vous voulez Oui, pour reprendre les chercheurs en fait, parce que il y a effectivement une problématique de la question des transitions. Il n'y a pas que la transition agroécologique, il y a des transitions dans les territoires. Si on revient au territoire, il y a la transition énergétique, il y a des transitions culturelles, et puis je dirais, derrière les pratiques, il y a ce qu'on appelle la transition anthropologique. Pour changer de pratique, il faut toucher les individus, pas uniquement à travers des indicateurs de performance, d'amélioration de système, etc. C'est très important, hein. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aller toucher l'évolution de ce que la personne avec qui vous travaillez doit changer, sans la stigmatiser, sans lui dire qu'elle a fait mal, même si parfois elle a fait mal, et être en capacité de lui dire et de la sensibiliser sur le système nouveau qu'elle va adopter. Donc la transition, par essence, elle est longue. J'entends beaucoup parler aujourd'hui de transition qu'il faut accélérer, c'est très très urgent. C'est vrai qu'il y a une urgence à changer, mais considérez bien que pour faire changer un système, il faut faire changer des mentalités, il faut faire changer des représentations, et ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, dans l'approche territoriale, quand vous êtes confronté à ce que vous venez de dire, d'avoir des chercheurs qui
accompagne finalement l'évolution des pratiques en nourrissant de tout un tas d'indicateurs chiffrés, l'évolution des trajectoires d'un système agricole à l'échelle des exploitations, c'est extrêmement important. Mais aussi vertueux que vous arriviez à faire évoluer ces pratiques-là, peut-être que le territoire ne le verra pas. Et s'il ne le voit pas, il gardera la représentation de ce qui a été fait avant. Et donc, il y a vraiment une nécessité de faire une articulation dans la transition entre cette échelle d'une transition où on dit, par exemple, planter des arbres en intraparcellaire dans une parcelle, ça peut être très, très bien pour telle et telle raison. Et peut-être que les citoyens ne verront pas ces raisons-là. Ils verront peut-être d'ailleurs même pas les arbres. Et donc, il y a une vraie nécessité de mettre du dialogue aussi sur comment les agriculteurs font évoluer par eux-mêmes, mais font évoluer aussi à l'écoute de la demande sociale, leur système au bénéfice finalement du plus grand nombre. Alors, je pense que vraiment cette question des transitions, elle est au cœur des métiers que vous aurez à gérer demain, mais il ne faut vraiment pas l'enfermer dans un système purement technico-économique et bien le mettre en relation avec ce que la société pourra aussi percevoir des enjeux qu'il y a derrière. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, du coup, pour revenir aux pratiques agricoles, là jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur l'agriculture rurale, mais comme on a une spécialiste de l'agriculture urbaine, on voulait vous poser la question finalement de qu'en est-il de l'agriculture urbaine, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les enjeux, et voilà, donc si vous avez des exemples aussi de développement de projets dans ce cadre-là. Alors, spécialiste de l'agriculture urbaine, c'est quand même un bien grand mot. Hein. J'anime depuis 1 an ou 2 un réseau de conseillers de chambres d'agriculture et on commence à travailler sur l'agriculture urbaine, effectivement, au niveau des chambres. Alors, ce que je peux vous expliquer, c'est peut-être pourquoi, du coup, au niveau des chambres d'agriculture, qui sont quand même censées s'intéresser plutôt à l'agriculture rurale, on va dire, pourquoi on s'intéresse à cette agriculture urbaine. Alors, c'est vrai que déjà, il y a effectivement, malgré tout, un enjeu, ça se reconnecte avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, les histoires de souveraineté alimentaire et d'alimentation locale, etc. Après, il y a aussi tout un enjeu autour de la gestion des ressources et quelque chose auquel on est très attaché. Nous, c'est notamment la préservation du foncier agricole et un certain nombre de projets. En tout cas, ce que nous, champs d'agriculture, on peut mettre. Certains diront que c'est pas vraiment d'agriculture urbaine, mais d'agriculture vraiment en zone périurbaine avec une pression foncière très forte et une concurrence sur le foncier. Voilà, on a un vrai enjeu de préservation de ces espaces. Le plateau de Saclay en est un exemple. On a aussi des enjeux liés à la gestion des déchets, par exemple, réutilisation de déchets urbains qui peut être utilisés pour l'agriculture urbaine, voire l'agriculture rurale parfois. Et puis, un enjeu clé pour nous aussi, c'est au travers de cette agriculture urbaine, c'est finalement une sorte de vitrine et un aspect pédagogique fort et le fait de recréer du lien entre une activité agricole et les citoyens, des habitants de grandes villes. Voilà, les reconnecter à ce que des choses basiques, ce que c'est de faire pousser un légume, voilà, de toute cette aspect pédagogie, qui explique aussi le fait qu'on puisse s'intéresser effectivement à cette agriculture urbaine. Après, ce qu'on peut faire, nous, au niveau des chambres d'agriculture, il y a différents types d'accompagnement. On accompagne des collectivités qui souhaitent, par exemple, élaborer une stratégie de développement de l'agriculture urbaine. Les chambres d'agriculture peuvent les accompagner pour voir comment, dans cette agriculture urbaine pose pas mal de questions, à la fois techniques, mais aussi juridiques, sur quel est le statut, par exemple, de l'exploitant urbain. Est-ce qu'il a un statut d'agriculteur? Parfois, ça peut poser question. Est-ce que quel est le statut aussi de sa surface de production? Comment elle est mise à disposition? Le statut du bail rural, par exemple, ne peut pas être utilisé dans tous les cas.
Voilà, donc sur tous ces sujets-là, les chambres d'agriculture peuvent accompagner à la fois soit des collectivités qui se posent des questions, soit des porteurs de projets eux-mêmes. Et beaucoup de collectivités viennent nous voir aussi avec des questions relatives à l'approvisionnement de la restauration collective, par exemple, et souhaitent, ou une petite surface, souhaitent installer, mettons, un maraîcher pour approvisionner leur restauration collective. Voilà. Et donc là, un des appuis que peut faire la Chambre d'agriculture, c'est de chercher des porteurs de projets, des maraîchers qui pourraient être intéressés, pour s'installer. Voilà, après, c'est quand même une activité qui démarre, on va dire, pour nous, au niveau des chambres d'agriculture, avec des chambres plus avancées, l'Île-de-France, par exemple, quelqu'un qui travaille sur l'agriculture urbaine spécifiquement, les Pays de la Loire aussi. Voilà, après, dans les autres chambres, c'est pas forcément une personne dédiée, mais des conseillers, soit territoire, soit des conseillers plus techniques qui vont accompagner aussi ce type de projet. D'accord, merci beaucoup. Donc, si on comprend bien, c'est encore que les balbutiements de ce type de mise en place. Pour les chambres d'agriculture. Oui, pour les chambres d'agriculture. Oui, on se met le pied à l'étrier, mais ça démarre bien quand même. D'accord. Oui. Pour revenir sur une question qui a été assez peu évoquée jusqu'à maintenant, c'est la question des financements. Par exemple, on parlait des PAT tout à l'heure. Quel type de financement vous avez besoin? À qui faites-vous appel? Voilà, comment se passe toute cette question ou des financements de pratiques, d'agroforesterie. Je sais qu'il y a le France Relance, il y a une grosse campagne d'aide à la mise en place d'agroforesterie ou d'aménagement urbain. Type Martampon, bande enherbée, voilà. Finalement, qui finance tout ça, quoi. Pour les projets alimentaires territoriaux, les financements, ils vont avoir deux destinations. La première, ça va être le déroulement du projet en lui-même, faire vivre le projet alimentaire. Donc, ça va être toute l'équipe qui va encadrer, qui va piloter, etc. Et ensuite, il y a une deuxième destination de financement. Ça va être financer les projets à l'intérieur de ce programme même. Par exemple, si un territoire veut faire développer, on parlait de la transformation, si un territoire veut faire développer une conserverie, il va pouvoir, en fonction de ses capacités, il va pouvoir investir dedans pour aider l'émergence de ce transformateur. Donc voilà, on a deux types de financement, deux destinations. Et ensuite, les financements, ils vont venir forcément du public. Donc ça va être soit de l'État, soit même de l'Union européenne, ou bien il peut venir des régions, etc. Mais le financement principal, finalement, le plus évident qui devrait être utilisé dans ces projets-là, c'est le financement des collectivités mêmes. Il faut que la collectivité, elle mette de l'argent sur la table pour financer son propre projet, c'est évident. Oui. Peut-être sur les financements de l'association. Alors, il y a une variété de financements. Donc, dans le cadre du projet alimentaire territorial duquel on fait partie, on reçoit des financements d'une part de l'État, mais aussi des collectivités territoriales qui sont au sein de ce projet alimentaire territorial, puisqu'il est plus large que le plateau de Saclay. Il regroupe les 3 communautés d'agglomération et 2 autres territoires agri-urbains voisins, la plaine de Versailles et le Triangle Vert. Donc, c'est un PAT du sud-ouest de l'Île-de-France, disons. On reçoit également des financements européens dans le cadre du Fonds européen Leader, donc qui nous a financé ces 7 dernières années. Donc, une partie de l'animation et puis aussi beaucoup d'argent qui a permis de financer des projets pour le développement rural. Et on a recandidaté pour la nouvelle programmation. Des financements des collectivités territoriales pour lesquelles on agit au quotidien. Des prestations aussi qu'on fait pour des entreprises, d'autres associations. Voilà. Et une partie, c'est des fondations privées, donc réponse à des appels à projets. Et enfin, la dernière partie, qui est la plus petite, il y a environ 10% du financement de l'association qui vient des dons et des contributions des adhérents.
Oui, donc nous, pour les actions protection de la ressource sur les territoires, on a généralement un financeur principal, c'est l'Agence de l'eau. Donc nous, on est dépendant, c'est vrai qu'on a beaucoup de régions, de départements, mais on est dépendant que de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, pour lequel quand même on est fortement contributeur, faut le dire aussi, c'est un peu de l'argent qui revient, puisque à travers les factures d'eau des Parisiens, il y a des gros apports qui sont faits à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et après, nous, on réutilise ces fonds, une partie de ces fonds, pour la protection des ressources. Et sinon, effectivement, sur les territoires, on accompagne les agriculteurs à mobiliser aussi les fonds régionaux, tout ce qui est plantation de haies, agroforesterie. Quand même, dans toutes les régions, il y a des financements à 80% depuis au moins le début de la dernière PAC. Et également les fonds leaders, c'est vrai pour moi c'était un peu, quand j'ai démarré dans l'action territoriale, c'était le gros levier, c'était les fonds leaders. Alors c'est pas toujours évident de le faire parce que souvent il faut un cofinanceur public. Et voilà, donc c'est aussi un petit peu par ce biais-là. Les régions, faut pas nous on essaie de mobiliser quand même pas mal en investissement et en aide financière les agriculteurs à mobiliser ces fonds-là. Et les collectivités, effectivement. Il y a toujours de toute façon une part d'autofinancement par les collectivités. Très bien, merci beaucoup. Donc en parlant de financement, je voulais revenir aussi sur un point qui était un peu évoqué en substance, c'est que on sait que dans 10 ans, la moitié des agriculteurs environ sera partie à la retraite. On a parlé d'alimentation locale, mais ça veut dire aussi favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, susciter des vocations, mais c'est aussi leur permettre de racheter du foncier, ce que font tout un tas d'associations et d'entreprises, pour faire face aussi à la massivation des exploitations qui sont très dures à reprendre et à racheter. Est-ce que, quel est votre lien avec l'aide à l'installation et donc finalement, alors il y a des demandes sociétales, environnementales, les consommateurs veulent du bio, quoique le bio là en ce moment soit un peu dans une mauvaise passe, mais bon, globalement on sait qu'on veut aller vers là. Donc en fait, quels agriculteurs installer, avec quel modèle agricole, et donc comment vous favorisez leur installation? En tout cas, moi, je dirais plus pour l'instant, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on commence à travailler sur l'appui à l'installation transmission sur nos secteurs, puisqu'on sait qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir d'ici 4 ans. Mais parce qu'on est dans des zones très grande culture. Et par contre, on travaille depuis un petit moment sur le foncier, où du coup, on a même, c'est dans notre stratégie, le conseil d'administration souhaite qu'on achète du foncier pour protéger la ressource en eau. Et donc, dans ce cadre-là, on peut, du coup, avec les SAFER, en fonction des possibilités, acheter du foncier et installer des agriculteurs sur des fermes à reprendre. Mais après... Alors, effectivement, la question de la transmission et de l'installation, c'est pour nous un des enjeux clés quand même des années à venir. Et effectivement, on est une chambre d'agriculture, on travaille beaucoup sur l'aspect déjà sensibilisation des cédants et repérage aussi de tous les futurs cédants d'exploitation, sur la mise en relation cédants porteurs de projets potentiels, et on investit aussi la formation, tout ce qui est formation des futurs installés, des porteurs de projets, qui souhaiteraient s'installer en agriculture, sachant que c'est quand même de plus en plus un public non issu du monde agricole. Voilà. Donc effectivement, c'est le gros enjeu des années à venir et on y travaille. Par contre, je voulais aussi réagir sur la question du bio et de l'installation d'agriculteurs en bio. C'est vrai que pour le coup, conjoncture là, on va dire n'encourage pas forcément l'installation en bio là maintenant, l'enjeu étant déjà de réussir à maintenir les agriculteurs qui se sont installés les dernières années en bio, sachant qu'il y en a eu effectivement pas mal et que c'est assez compliqué pour eux là en ce moment.
Sur l'installation, ça reprend un peu ce qui a déjà été dit. Ça passe par échanger et identifier bien en amont les besoins de transmission et du coup entamer un dialogue des années en avance avec des agriculteurs qui prévoient dans quelques années de partir à la retraite et d'identifier leurs besoins pour qu'on puisse les rediriger vers les acteurs compétents qui pourront les accompagner. Pour le levier du foncier, il y a plusieurs mairies sur le territoire qui ont récemment installé ou qui prévoient d'installer des fermes maraîchères sur le territoire. Et dans ce cas-là, nous, on est aussi en accompagnement dans ces projets-là, puisque les mairies n'ont pas forcément de compétences ou de liens avec les agriculteurs. Donc, nous, on a des entretiens avec les porteurs de projets pour essayer de trouver des projets qui soient des porteurs de projets qui soient adaptés, qui soient conscients des enjeux, des difficultés, etc. Et le dernier enjeu qu'il y a pour l'installation, mais c'est aussi pour les ouvriers agricoles en Île-de-France, c'est le logement agricole, puisque c'est très compliqué de se loger en Île-de-France, vous le savez. Et c'est donc très compliqué pour les agriculteurs d'embaucher des ouvriers agricoles quand ils ne peuvent pas les loger sur l'exploitation. Donc pour ça, on a entamé une réflexion autour du logement social agricole qui est actuellement en cours. C'est en réflexion avec des bailleurs sociaux d'Île-de-France pour, dans l'idée, permettre que certains logements dans les nouvelles résidences de logements sociaux qui sont en train d'être construites soient réservés pour des ouvriers agricoles pour pouvoir maintenir un niveau de production qui soit intéressant. C'est un montage qui est assez compliqué. On n'a pas vraiment d'exemple concret de réalisation déjà finie. Donc, on avance un peu à tâtons. Il y a beaucoup de freins juridiques et administratifs, etc. Mais on a des concrétisations qui arrivent prochainement et c'est assez intéressant de travailler là-dessus. Oui. Juste très rapidement, je tenais à saluer ce qu'avait dit Anne aussi juste avant en parlant des cédants, parce qu'on a tendance à les oublier, mais il s'avère que justement eux c'est le travail d'une vie finalement de travailler leurs terres, etc. Et je trouve que c'est très important de se mettre aussi dans leurs bottes pour voir pour toute cette étape de transmission. Bon, merci, je ferme la parenthèse. Merci. On va passer à la dernière question, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Serla. Merci beaucoup pour toutes vos interventions et on voulait, avant de passer aux questions du public, savoir en quoi vos métiers vous semblent-ils porteurs de sens et pourquoi selon vous ils ont de l'impact pour la transition, comment vous vous sentez dedans et pourquoi vous continuez chaque jour à faire ça. Est-ce qu'il y a des missions aussi dont vous êtes particulièrement fiers et qui vous semble avoir vraiment le bon impact et un impact suffisamment conséquent? Vous pouvez tous répondre. S'il vous plaît. Je peux peut-être commencer si ça vous va. Je trouve que c'est des métiers qui sont très stimulants, qui permettent d'être en contact avec énormément d'acteurs, de travailler sur des projets très différents. Donc, d'un point de vue très personnel, c'est, je trouve, des métiers très intéressants. Au niveau de l'impact, c'est vrai que ça peut être assez compliqué parce que on l'a dit tout à l'heure, mais la transition, c'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui s'ancre dans le moyen, voire le long terme. Donc, on a l'impression souvent de donner beaucoup d'énergie et de savoir que c'est des projets qui ont des échéances à plusieurs années. Mais pourtant, je trouve que travailler à l'échelle locale, c'est très intéressant parce qu'on arrive quand même à voir les résultats concrets et notamment échanger être au contact des acteurs au quotidien. Ça permet de déjà adapter un peu les projets puisqu'on peut lancer et en fait, au fil du temps, la direction va devoir évoluer. Donc, ça permet d'être toujours dans cette réévaluation des objectifs et de voir concrètement l'impact qu'on peut avoir sur les acteurs. Pourquoi mon métier a du sens pour moi, c'est déjà parce que du coup de travailler sur cette question de territoire, il me semble que la dimension, l'échelle territoriale en tout cas est vraiment une échelle pertinente si on veut faire avancer les choses. Et dans les questions que vous nous aviez posées aussi préalablement, il y avait la question est-ce que ça permet d'agir plus rapidement, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et ça m'avait fait un peu réagir en me disant finalement non, ça fait pas agir plus rapidement, mais plus efficacement.
important, je pense. Enfin, voilà, parce que, comme on l'a tous dit, la concertation territoriale, travailler à l'échelle territoriale avec différents acteurs, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça s'inscrit sur du temps long. On voit pas forcément les résultats tout de suite, mais au final, il faut en passer par tout ça pour vraiment sortir quelque chose de concret. Et du coup, cette échelle territoriale, pour moi, est vraiment pertinente. Malgré tout, on ne peut pas toujours s'affranchir de cadres nationaux et de directives parfois, enfin voilà, définies à un niveau national. Et du coup, de par ma position un peu, plutôt nationale, j'ai un petit peu un pied dans les deux. Enfin voilà, j'ai de par des missions plus d'accompagnement, j'en ai pas trop parlé, mais on a des élus agriculteurs au niveau des chambres d'agriculture, donc on accompagne aussi dans toute leur activité, un petit peu auprès des ministères, auprès des députés, enfin voilà, dans la construction de politiques publiques. Donc on a ce travail au niveau national, et puis j'ai le pied dans le territoire, on va dire, de par mes échanges avec les conseillers du réseau des chambres d'agriculture. Voilà, d'être un petit peu sur ces deux pieds. Enfin, pour moi, ça a tout son sens. Et c'est vrai que parfois, ça peut avoir un côté un petit peu frustrant parce qu'on se dit, je mets pas vraiment la main à la pâte dans un projet. Quand quelqu'un me parle d'un projet, je me dis, ah oui, ça a l'air super, ce truc. Vraiment, on aurait envie d'y participer. Mais voilà, chacun a sa place aussi. Et on a aussi besoin de ce niveau un peu plus transversal, plus national, pour favoriser l'échange d'expériences l'échange de pratiques, construire des outils aussi qui peuvent être utilisés par tous les conseillers. Voilà, on a besoin de ces différentes échelles aussi d'action. Voilà, et donc mon métier pour moi a tout son sens et ça fait un moment que je travaille ici, là. Donc voilà, si je ne me plaisais plus, ça plaît. Oui, rapidement. Je dirais à peu près la même chose. Le métier a du sens. Moi, effectivement, je suis tombée un peu dans le monde de l'eau. J'avais pas fait de formation hydro ou quoi. Mais ça paraît être pertinent d'être à une échelle territoriale, locale, comme j'ai dit, un territoire où tout le monde se connaît, on connaît tous les acteurs, on connaît toutes les OPA, on connaît une bonne partie des agriculteurs. Enfin, moi et mes collègues, parce qu'effectivement, moi, j'encadre l'équipe d'animateurs, mais c'est eux qui me remontent aussi, les retours des agriculteurs. Et on peut, à cette échelle-là, pour moi, c'est une innovation tous les jours. Hein. C'est limite, effectivement, tous les jours, parce que on a tout à construire et à démêler en fonction du type de filière, en fonction des actions, des besoins, que ce soit, comme on disait, du conseil, de l'accompagnement à la filière, de l'accompagnement au foncier, là peut-être demain l'accompagnement à la transmission. Et ça permet de toucher tous ces sujets-là, et c'est ça qui est hyper intéressant. Puis on rencontre aussi, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, on rencontre des gens qu'on connaissait pas dans notre formation agricole, et ça, je trouve ça super de travailler à la fois, de la fourche à la fourchette, à la fois avec les agriculteurs dans leurs champs, on les accompagne, on les conseille, ou on suit le travail des conseillers, et également de l'autre côté avec la ville de Paris, les cantines, et puis ces débouchés-là, ça reste quand même du concret. Enfin, nous, on arrive à quand même vraiment mettre en place des choses et que ce soit concret, et c'est ça qui est assez réjouissant. Effectivement, je pense que comme un peu vous toutes, mon métier a énormément de sens. Finalement, je fais ça par conviction, en voyant la conjoncture qui menace un peu notre sécurité alimentaire. Hein. Encore une fois, je reviens sur ce thème. Et voilà, c'est par conviction, par passion. Et quand on voit toute une multitude de projets passer devant nous, on a très envie de s'intéresser à eux, d'agir pour tous ces projets. Donc oui, le sens, c'est vraiment l'un des premiers moteurs de notre métier. Le deuxième, ça va être aussi l'amour de nos territoires, hein, qu'on a envie de protéger. Finalement, c'est ça notre mission finale. Et quel impact il a, notre métier. Moi, c'est sûr que j'aimerais avoir beaucoup plus d'impact sur l'ensemble des territoires. C'est sûr que j'aimerais que tous les territoires soient un peu plus autonomes sur la question alimentaire, mais ça va venir petit à petit. Je suis optimiste, mais voilà, je réponds rapidement. Oui, ça a beaucoup de sens. Bon, moi, j'ai un profil particulier puisque
Je suis à la fois directeur du centre à Clermont et je travaille avec des anciens chercheurs. Le sens, c'est la transmission. Alors, pas une transmission uniquement de connaissances, mais une transmission de capacité à exercer chez vous un sens critique, une capacité à pas dire une question, une solution, toujours, en tous les cas. Donc, vous dire que ça peut ne pas se passer comme vous avez prévu que ça se passe, et il faut l'accepter. Donc, moi, je trouve que ça a du sens de piloter aussi dans un contexte d'incertitude, parce qu'il est là. Et donc, avoir des certitudes dans un contexte d'incertitude, je trouve ça à la fois vertigineux, mais passionnant. On vit peut-être un moment de notre époque très tendue, très incertaine, très anxiogène. Et moi, j'aurais envie de vous dire, renverser la problématique. Ce qui va vous donner du sens, c'est de vous en saisir pour essayer de participer à la construction des projets avec des valeurs, avec des apprentissages qui vous seront donnés dans la formation. Et alors, j'ai un peu de vécu. Moi, ce qui me donne du sens, c'est quand je vois les étudiants qu'on a formés en poste. Souvent, là où ça me fait le plus de plaisir, c'est quand je les vois en collectivité territoriale, parce qu'il n'est pas si facile que ça d'intégrer des collectivités territoriales dans le cadre de votre formation. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a besoin des compétences des ingénieurs agro en collectivité. Et quand je les vois me dire vous aviez raison, monsieur Lély, c'est dur, il faut du temps, mais quand on y arrive et quand on voit la satisfaction qu'on procure aux personnes pour lesquelles on travaille, on est complètement convaincu. Donc le sens, il est, encore une fois, il est dans les territoires, pour les gens avec lesquels vous travaillez, et il faut accepter que ça ne se fasse pas du jour au lendemain, quoi, mais que vous participez à un mouvement. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un échange passionnant. Si ça vous dérange pas, on a un tout petit peu de retard, mais peut-être qu'il y a parmi vous des étudiants qui ont des questions. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut le micro? Allez. Moi, c'est une question un peu générale. Est-ce que vous avez des idées sur la manière de coordonner les politiques alimentaires, entre autres, mais plus globales, les politiques du coup au niveau des collectivités, comment les coordonner entre elles, vu que j'ai l'impression qu'en fait le processus actuel de la politique publique en France, c'est beaucoup un État qui va définir des plans, décliner ensuite dans les collectivités, et on va voir en fait quelles bonnes pratiques émergent au niveau de telle ou telle collectivité. Elle va remonter au niveau de l'État et ensuite l'État va les diffuser auprès des autres collectivités. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un processus où les collectivités entre elles se partagent les bonnes pratiques, ou est-ce que d'ailleurs c'est déjà ce qui se passe? C'est une question un peu générale pour tous. Quel est votre avis dessus? Juste moi, par rapport, moi en tant que collectivité locale, eh bien, on n'a pas attendu l'État pour échanger entre nous, et on a des réseaux. On a, par exemple, nous, on fait partie du réseau Territoire Biopilote, donc encadré par la FNAB, pour lequel ils ont des financements d'ailleurs pour réaliser ça. Et effectivement, pour entre nous, collectivités de toute la France, et d'ailleurs, c'est au-delà des collectivités qui travaillent sur l'eau, ça peut être aussi les PNR. Et c'est comment échanger justement nos bonnes pratiques sur les territoires et avancer ensemble. Et donc, il y a des groupes de travail qui existent déjà entre collectivités. Après... Oui, c'est le cas. Ouais, j'allais dire à peu près la même chose, sachant qu'il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas attendu l'État. Il y a aussi des collectivités qui travaillent entre elles, pour notamment sur les projets alimentaires territoriaux, des collectivités qui sont voisines, qui vont se dire on va mettre nos ressources ensemble pour faire un seul poste et un seul projet alimentaire. Et ensuite, il y a aussi des cas un peu plus particuliers où on voit des EPCI, des communautés de communes qui vont vouloir mettre en place des projets alimentaires, mais certaines collectivités au sein de celles-ci vont être un peu à l'opposé du projet parce qu'elles sont déjà un peu autonomes. Et ça va mettre un peu à défaut celles qui sont un peu plus, les communes un peu plus urbaines, qui elles vont vouloir être motrices. Donc finalement, oui, il y a un peu de tout. Oui, juste peut-être aussi pour répondre à ta question, à GroParisTech, il y a des collègues qui travaillent sur le pilotage d'un gros programme sur la transition agricole et alimentaire qui s'appelle TETRA, pour une fondation d'utilité publique qui s'appelle la Fondation Carasso. Et ils ont mis en
en réseau 9 territoires lauréats du pilotage de cette transition. Et ils ont régulièrement des séminaires entre eux, justement, pour essayer de voir comment ils font cette transition-là, quels problèmes ça peut leur poser, quels avantages ils ont à travailler en réseau, en dissilotant leur organisation. Et donc, il y a vraiment un travail qui est fait par les collectivités aujourd'hui de transversalité, d'approche un peu réflexive de leur pratique et de partage d'expériences qui est très très fort. Et c'est très très bien que l'État n'ait pas son mot à dire là-dessus et que les collectivités s'en emparent. Est-ce que quelqu'un veut poser d'autres D'autres questions? Ouais. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant sur les projets alimentaires territoriaux. Vous l'avez dit, il y a un enjeu qui est assez important, c'est celui de la restauration collective en général. Et donc moi, je travaille sur un projet plutôt pour essayer d'intégrer la restauration collective d'entreprises. Et du coup, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous êtes parvenu à intégrer un petit peu les entreprises, donc d'une part, qui fournissent la restauration collective et d'une autre part, les entreprises privées qui font appel à de la restauration collective? Est-ce que ça fait partie des enjeux que vous avez pu aborder avec les projets alimentaires territoriaux? Alors moi, personnellement, non, j'en ai pas vu. Par contre, j'ai échangé avec certains qui ont intégré cette problématique. Il me semble que c'est vers Metz ou quelque chose comme ça. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver, mais encore une fois, chaque projet, c'est un peu du cas par cas, va mener son projet comme il le souhaite. Donc la réponse, c'est oui, ça arrive. D'autres réponses? Non. D'autres questions? Ouais. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de turnover ou de renouvellement des postes. Alors j'ai deux questions. Alors je ne sais pas si tout le monde pourra répondre à la première. Est-ce que vous avez l'impression que dans tous les acteurs qui travaillent au niveau des territoires, est-ce que vous avez l'impression que ce renouvellement des postes est plus rapide qu'il a pu être avant dans les années précédentes? Bon, et qu'il soit plus rapide ou pas, ou qu'on ne puisse pas trop le mesurer, est-ce que vous pensez que ce renouvellement des postes est plutôt un frein aux transitions, ou plutôt justement quelque chose qui va favoriser ces transitions puisque les personnes changent? Sur le turnover, Oui, sur le turnover, en fait, nous, on le voit pas tant au niveau collectivité, un peu comme quand on arrive dans la collectivité. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas beaucoup de turnover au sein de l'équipe, mais par contre, on en a avec tous nos partenaires, et donc notamment en chambre d'agriculture, ça tourne beaucoup. Enfin, en GAB aussi, hein, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Et c'est vrai que nous, c'est carrément un frein parce qu'en fait, les conseillers suivent un groupe d'agriculteurs, donc à partir du moment où ça change tous les 2-3 ans, nous, on est obligé de... Alors nous, on est un peu tributaire de ça. Du coup, nous, connectivité, on connaît bien notre territoire, mais on a besoin de ces acteurs-là pour accompagner les agriculteurs. Et effectivement, acquérir la confiance des agriculteurs pour animer un groupe et suivre en individuel, ça prend plusieurs années. Et malheureusement, c'est au moment où ils sont formés. Voilà. Pour moi, c'est un frein. Effectivement, je confirme. Moi, j'ai toujours vu quand même pas mal de turnover, notamment dans les conseillers de chambre. Ça dépend des endroits, ça dépend. Enfin voilà, mais c'est clairement un frein quand même, parce que comme on l'a dit, on est sur des démarches qui s'inscrivent dans la durée, et on a besoin de connaître les gens, de créer de la confiance, et quand les personnes partent au moment où la confiance a été mise en place, voilà, ça casse quand même la dynamique. Moi, je vais dans votre sens. Effectivement, il y a du turnover qui peut mettre à défaut ces projets. Et il me semble que dans ce type de poste, ces personnes-là sont motivées justement à tourner partout dans plusieurs collectivités ou sur plusieurs postes. Donc, elles sont incitées justement à changer. Donc ça répond à la question, pourquoi est-ce qu'il y a du turnover. Et effectivement, oui, ça met à défaut les projets, et d'où l'intérêt d'essayer dès le début de faire quelque chose de solide, d'essayer d'aller le plus rapidement dans l'action,
pas que dans le diagnostic, hein, et de créer des synergies entre les acteurs et qui réussissent à s'approprier le projet pour qu'il soit une réussite. Donc oui, il y a du turnover, et oui, ça porte défaut au projet. Juste parce qu'au niveau du turnover, c'est pas tant parce qu'ils aiment pas leur métier, hein, mais c'est vrai que en fait, on se confronte à souvent des postes qui sont pas forcément, du territoire. C'est ça aussi. Et si jamais la personne ne s'inscrit pas, si elle n'est pas issue du territoire et qu'elle va pas s'inscrire dans le territoire, ou que son conjoint ou sa conjointe le fait pas, malheureusement, voilà, il y a un déplacement aussi, parce que on est beaucoup plus mobile, je pense, qu'il y a peut-être 20 ans, que les ingénieurs agro d'il y a 20 ans. Et donc, voilà, c'est vrai que nous, c'est souvent pour raisons personnelles, ou alors parfois, c'est le syndrome de je m'installe. Il y a ça aussi, où ils deviennent eux-mêmes agriculteurs. Mais ouais, c'est peut-être ça qui a changé depuis les ingénieurs agro d'il y a 20 ans. Après, le point positif aussi, c'est que... Mais c'est pas parce qu'ils aiment pas leur métier. on voit, justement, ouais, on voit que en interne chez Amalteo, on a réalisé une étude récemment, et on voit que plus de 50% des responsables de projets alimentaires territoriaux sont motivés par leur idéologie. Donc ils ont vraiment cette passion aussi, cet intérêt pour le bien commun et pour les questions de transition écologique. Donc ça, c'est un point positif pour les projets. Alors moi, j'ai envie de te faire une réponse un peu... j'ai envie de frotter un peu, parce que oui, d'une certaine manière, c'est effectivement, ça peut être un frein, je suis d'accord avec vous, le turnover, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut apprendre aussi, c'est à savoir laisser un dossier, laisser un projet propre sur la table à celui qui arrive. Le gros problème, c'est pas tant de partir que d'avoir une capacité à tuiler le projet avec la personne qui vous remplace. Souvent, ça s'est pas fait. Et donc, effectivement, la personne, elle n'a pas compris la méthode, elle n'a pas forcément vu les enjeux, elle n'a pas été prévenue des zones de friction avec les acteurs avec qui ça peut poser problème. Et puis aussi, il y a la relation à l'élu. Hein, une collectivité territoriale, elle est soumise à un projet politique. On part aussi beaucoup parce que le projet politique ne correspond plus au projet qu'on a envie d'animer. Et c'est en ça qu'on est aligné à des valeurs, de mon point de vue, c'est-à-dire que vous avez aussi la capacité et la chance de pouvoir vous dire j'ai envie de chercher un métier qui correspond à la fois aux compétences de ma formation et puis ce que j'ai envie d'incarner comme capacité à faire du projet. Donc oui, c'est un frein. Moi, j'ai quand même le sentiment que les métiers, ils évoluent assez vite. Alors, pas forcément les intitulés, pas forcément les grilles salariales, pas forcément non plus... on a beaucoup parlé d'animation, de concertation. Ça peine quand même beaucoup à être reconnu dans les compétences socles des métiers de l'animation territoriale. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'enseignement supérieur et on avait il y a 20 ans une licence pro qui travaillait sur le pastoralisme et on disait un bon technicien pastoral, c'est d'abord un animateur. Tout le monde vous disait oui. Dans les fiches de poste, quand on disait où est-ce qu'on aimait l'animation, on ne la met surtout pas parce qu'il a d'abord toute une série de missions techniques à développer. Donc il y a des contradictions là-dessus, il y a des freins. Mais pour autant, moi je considère que ça va quand même assez vite dans la capacité à faire évoluer les enjeux sur un territoire. Puis on fait évoluer c'est des paradigmes qu'on soulève, relocaliser l'alimentation dans un territoire donné en remettant en synergie des acteurs qui parfois se sont opposés, s'ignorent. C'est pas, ça. Il faut avoir de l'énergie. Et il faut avoir des convictions pour le faire, quoi. D'autres questions ? Je crois qu'on va conclure cette table ronde. Merci au public d'être venu cette heure matinale quand même. Et merci, merci aux intervenants de nous avoir inspirés aussi. J'espère que cette table ronde vous a intéressé. Voilà. On vous remercie. Merci à vous d'avoir organisé.